Bien, merci beaucoup. Toujours un exercice difficile. D'abord, c'est assez compliqué, même si je commence à avoir l'habitude, de parler d'une loi qui porte votre nom. Je sais bien que les politiques sont tous des schizophrènes qui adorent le dédoublement de personnalité, mais il y a parfois des moments où ça oblige à porter un regard critique sur soi-même, ce qui est plutôt bon pour la modestie pour sentir à la fois les réussites, mais peut-être aussi les limites de telle ou telle législation. Je crois que c'est encore un peu trop tôt pour en voir les limites, s'agissant de la loi Sapin 2. C'est aussi parfois peut-être un peu tôt pour en voir tous les effets. Et là, de ce point de vue-là, ayant été, je dirais, à l'origine, avec d'autres, et n'ayant animé les débats parlementaires qui ont été très riches et qui ont apporté énormément à la mise en œuvre des dispositifs précis, je me vois confronté aujourd'hui à ceux dont c'est la charge institutionnelle que de la mettre en œuvre. Et donc, là aussi, c'est une deuxième difficulté. Alors, je passe par-dessus ces difficultés pour vous dire le plaisir que j'ai d'être parmi vous. Et je vais essayer de répondre très exactement à la question qui m'ont posée au fond. Quels étaient les objectifs dans la loi Sapin 2, de cette partie-là, en tous les cas, de la loi Sapin 2? Je dirais lutte contre la corruption, transparence. Il y avait trois grands sujets. Un premier qui ne sera pas traité aujourd'hui, mais qui touchait, vous souhaitez le traiter, mais un peu qui touchait à la question du statut des lanceurs d'alerte, parce que le statut des lanceurs d'alerte peut se lier à la question de la corruption, puisque d'ailleurs, au départ, dans la loi, le statut en question ne concernait que les lanceurs d'alerte dans les domaines de la corruption, et on a enrichi la loi en cours de discussion de dispositifs concernant l'ensemble des lanceurs d'alerte, avec un statut qui a à la fois comme obligation, comme volonté, comme objectif de définir ce qu'est un lanceur d'alerte, n'est pas lanceur d'alerte qui veut, et ensuite de protéger le lanceur d'alerte en mettant en place, y compris au sein des entreprises, et là, il y a une nécessité de mise en œuvre précise dans les entreprises, un mécanisme de circulation de l'information du lanceur d'alerte qui, en cas d'échec total à l'intérieur de l'entreprise, se trouve autorisé en quelque sorte à lancer son alerte à l'extérieur. Mais le gros sujet était la question touchant à la lutte contre la corruption. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on s'attaque à la corruption. Mais j'ai voulu apporter 4 éléments, répondre à 4 grandes questions. Premièrement, les dispositions législatives des années 88-95 de lutte contre la corruption interne sur le territoire français, principalement bien entendu les dispositifs de transparence dans la relation entre la sphère privée et la sphère publique, et encore plus particulièrement dans le domaine plutôt de l'administration des collectivités locales, ce dispositif avait globalement réussi à porter ses effets. Et le degré, si je puis dire, de corruption, parfois d'une corruption presque institutionnalisée, puisqu'elle était à l'origine du financement de la vie politique, des partis politiques, des campagnes électorales, tout ceci avait manifestement eu des effets. Il n'empêche, il n'est pas besoin de citer telle ou telle affaire ou telle personnalité, les questions de corruption restent un sujet, y compris de corruption interne en France. Et au fond, il y avait la volonté de faire une bonne piqûre de rappel sur ces sujets de corruption interne, et y compris de corruption dans la relation sphère privée, sphère publique, dans l'administration, le lien entre l'administration, en particulier les collectivités locales, et le monde économique. Deuxième préoccupation, renforcer le volet prévention. Évidemment, punir, c'est nécessaire, on en parlera, mais prévenir est encore mieux, on ne m'a pas attendu pour le dire. Il y avait de la prévention dans la première loi Sapin, avec la mise en place d'un service de lutte central de lutte contre la corruption, mais dont les moyens, les capacités, y compris juridiques, étaient relativement limités et dont l'action avait progressivement diminué en intensité. C'est cette question de prévention qui est au cœur de la création de l'Agence française anticorruption, avec non seulement des capacités, je l'espère, en hommes et en budget. J'avais essayé d'y veiller, étant par ailleurs le ministre des Comptes publics, mais aussi des moyens juridiques, y compris des moyens de sanctions administratives, mais sanctions évidemment pour, en quelque sorte, faire de la pédagogie armée auprès aussi bien des collectivités locales, de l'administration, des entités publiques, que, bien entendu, des entreprises. Donc, deuxième objectif, que le volet prévention soit beaucoup plus affirmé et que les capacités pour les institutions, en particulier l'AFA, qui avaient à mettre en œuvre ce dispositif, que ces capacités soient renforcées avec des moyens,
y compris des moyens pour punir les récalcitrants. Ma troisième préoccupation, je l'appellerais préoccupation de compétitivité de la France et de compétitivité des entreprises françaises. Le constat a été fait au cours des dernières années, on va dire des 10 dernières années, que certes, nous avions ratifié telle ou telle convention internationale, je pense à l'OCDE. Certes, il avait été créé, dites-moi si je me trompe, en 2002, me semble-t-il, ou en 2004, peut-être, une incrimination de corruption d'agents étrangers à l'étranger. Mais le constat était qu'aucune entreprise française n'avait, à la date de publication de la loi, fait l'objet d'une décision définitive de condamnation sur des sujets comme cela. Alors que, par ailleurs, on voyait les mêmes entreprises françaises poursuivies dans d'autres pays, par d'autres juridictions, et condamnées. Ceci avait comme conséquence que, par exemple, au titre de l'OCDE, la France était extrêmement mal placée. Nous avions signé les conventions, mais l'OCDE considérait que nous n'avions pas mis en œuvre les dispositifs législatifs et réglementaires nous permettant de répondre aux critères qui étaient contenus dans cette convention, très mal classés par l'OCDE et très mal placés aussi par un certain nombre d'observateurs, d'ONG. Je ne parle pas de toutes les ONG, mais il y a des ONG extrêmement sérieuses, comme par exemple Transparency International, qui nous mettait à des niveaux de capacité 23e, très derrière la quasi-totalité des pays occidentaux. C'était un handicap pour la France et un handicap pour l'économie française et un handicap pour les entreprises françaises. Je raconte parfois, mais je ne le ferai pas trop, l'anecdote, parce qu'on m'était arrivé en 1992, au moment de la première loi Sapin, l'idée sur laquelle on pouvait essayer de mettre en œuvre un dispositif de lutte contre la corruption transnationale. Et mes troupes, à l'époque, à Bercy, m'avaient dit « Monsieur le ministre, c'est pas la peine. Pourquoi ? Il y a un bureau à Bercy qui est là pour ça. » Effectivement, il y avait un bureau à Bercy où les entreprises allaient en disant « ça va me coûter tant ». Et Bercy disait « bon, ça va, vous êtes à peu près dans les normes, je mets le tampon et vous avez le droit de déduire ça de vos frais. » Donc vous voyez combien en 92, ici comme ailleurs, ceci était réglementé, institutionnalisé, j'ose pas dire transparent, enfin en tous les cas transparent vis-à-vis de l'administration française. Bon, les choses ont complètement évolué, heureusement, au cours de ces 20 dernières années. L'OCDE, niveau international, évidemment la Banque mondiale et d'autres encore, puisque nous avons un grand spécialiste de la Banque mondiale, il nous dira combien des grands organismes comme cela, mais c'était vrai aussi pour les organismes de coopération, par exemple français, ces préoccupations de lutte contre la corruption devenaient des éléments fondamentaux et des entreprises françaises se voyaient privées d'accès à des marchés publics internationaux parce que la France, d'une manière générale, et l'entreprise concernée d'une manière plus particulière, n'étaient pas au niveau souhaité. Bref, un handicap économique. Ce qui était une facilité, j'allais dire une facilité commerciale, devenait un handicap lourd pour l'économie française et il fallait absolument réagir contre cela, même si évidemment, comme toujours quand on met en place un dispositif comme celui-ci, tout particulièrement dans les premières années, c'est une lourdeur administrative et un coût supplémentaire pour l'entreprise dans un premier temps, mais je pense que le coût en question est vite rattrapé par la fin d'un certain nombre d'inconvénients que je viens de décrire. Et puis le quatrième sujet extrêmement délicat, c'est la question de la souveraineté. Je décrivais comme absolument étonnant, anormal, choquant, y compris, j'allais dire, pour notre fierté nationale, que de voir des entreprises françaises ayant commis à l'étranger des faits au profit de l'entreprise elle-même, condamnés aux États-Unis, par exemple, mais pas seulement aux États-Unis, ça pouvait être le cas aussi dans d'autres pays, sans que nous ayons, nous, à intervenir avec non seulement des condamnations ou la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositifs, par exemple de transactions, mais aussi la nomination de personnes ou d'institutions chargées de suivre au sein de l'entreprise et rapportant devant la seule autorité américaine de la manière dont les choses se passaient dans l'entreprise, avec un risque, nul ne doit être totalement naïf, qu'il y ait en quelque sorte une intrusion dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt national par rapport aux intérêts d'autres entreprises des pays concernés. Et donc, la reprise en main de notre souveraineté dans ce domaine-là était aussi un des sujets de préoccupation. 4 grandes questions
4 sujets. Et au fond, si je voulais regarder si les choses avancent, c'est sur ces 4 critères-là que je regarderai les choses. Est-ce que la piqûre de rappel sur la corruption est réelle? Quel effet ça a dans la société française? Est-ce que la prévention est un outil aujourd'hui véritablement mis en œuvre? Dans quelles conditions? Avec quelles difficultés et quelles limites, évidemment? Est-ce que nous avons retrouvé une crédibilité à l'étranger par rapport à notre législation et à la mise en œuvre de cette législation? Et est-ce que nous avons effectivement retrouvé notre souveraineté dans un dialogue avec d'autres entités qui est toujours compliqué? Sur ces 4 points, je pense que c'est les uns et les autres qui vont pouvoir apporter leurs réponses, mais mon sentiment, c'est que les choses ont beaucoup avancé au cours de, on va dire, cette année, puisqu'en fait, la plupart des dispositions étaient applicables à compter de juin 2017, donc on est quasiment à une année d'application de la loi. Nous verrons ce que l'AFA pense à la fois de ses pouvoirs, nous verrons aussi comment les entreprises reçoivent ces nouvelles obligations et en quoi ça les renforce éventuellement dans leur capacité de conquête de marché à l'étranger et non pas que ça les handicape. Nous verrons aussi l'utilisation et la mise en œuvre de cette nouveauté qui était la CJIP, la Convention judiciaire d'intérêt public. On parlait avec Mme Moulette à l'instant. La Convention judiciaire d'intérêt public, beaucoup l'appellent la transaction pénale, et trop de gens ont la facilité de dire on a copié la mécanique américaine. On a pris le même processus, une transaction. Mais nous avons souhaité, et le législateur a été extrêmement attentif, à ce que ça se fasse dans le respect des règles du droit français. Et les règles du droit français, c'est par exemple la question de la publicité à des moments très précis de l'ensemble de la procédure, de ce qui est décidé ou de ce qui va se décider. Cette publicité est fondamentale pour éviter cette critique qui avait été faite à la CJIP d'être une manière de régler des questions entre soi, dans un couloir, sans que personne ne sache rien. Non, il y a évidemment de la transparence qui est nécessaire. Et puis, bien entendu, le fait qu'il y a un juge du siège qui doit intervenir obligatoirement, en l'occurrence homologué, pour que ceci devienne une vérité, si je puis dire, juridique, qui puisse être appliquée. Je pense que Mme Moulette, aussi bien Mme Moulette que M. Duchesne auront plaisir à vous décrire cela. C'est ce qui s'est passé en particulier la semaine dernière, lundi, pas ce lundi-là, mais le lundi précédent, avec la première CJIP dans le domaine de la corruption transnationale. Il y a eu déjà des CJIP de corruption sur le territoire national entre entreprises françaises. C'est la première au niveau de la corruption transnationale et qui a été conçue, voulue, mise en œuvre dans une coopération, je crois, exemplaire avec les autorités américaines, puisque c'est la première fois que d'un côté, il y a une CJIP en France, de l'autre côté, il y a une transaction du côté américain, et avec une vision globale des choses, c'est-à-dire que les Américains, comme nous-mêmes, nous avons voulu voir, j'allais dire nous, les autorités indépendantes qui l'ont mis en œuvre, ont voulu voir quel était le montant global, puis ensuite regarder et si c'était crédible par rapport à ce qui se faisait auparavant, en particulier aux États-Unis, et puis ensuite de voir comment l'atteinte aux intérêts américains rendait nécessaire une indemnité, si je puis dire, ou une pénalité, et comment l'atteinte aux intérêts français rendait nécessaire une indemnité et une pénalité si ceci était nécessaire. Et là, je crois qu'on a eu la démonstration la semaine dernière de l'efficacité de cette CJIP et de son adaptation à cette matière très subtile qui est celle de la coopération internationale, compliquée, difficile. D'autres ici pourront le décrire parce qu'ils l'ont vécu de l'intérieur. Je termine par un point qui est peut-être le point sur lequel il me paraît vraiment nécessaire d'avancer plus. Et au fond, ça n'est pas une question d'autorité française. La plupart du temps, il y a encore des entreprises qui nous disent « c'est bien gentil avec vos affaires, là, mais enfin moi, quand je me bats en Afrique ou quand je me bats ailleurs, il y a d'autres pays, d'entreprises d'autres pays qui, elles, n'ont absolument pas les mêmes scrupules et vous m'empêchez de gagner des marchés. » Et ce qui est posé derrière cela, c'est pas une raison pour faire la même chose. Donc je le dis très clairement et je le redis à chaque fois, ce temps-là est révolu. On ne peut pas prendre comme prétexte le fait que quelqu'un d'autre le fait, donc il faut le faire soi-même. Mais deux, ça rend nécessaire que la coopération internationale avance encore plus vite. Parce qu'on voit bien que nous n'aboutirons à un dispositif qui fonctionne correctement que si les règles qui sont aujourd'hui des règles peu contraignantes malgré tout de l'OCDE deviennent des règles contraignantes, suivant, disons,
des standards qui seraient à peu près de même nature, avec chacun ses procédures, dans l'ensemble des grands pays du monde, et en particulier dans l'ensemble des grands pays qui ont sur leur territoire des entreprises en capacité de se battre à l'étranger, ou même sur leur propre territoire, en évitant des mécanismes de corruption. Là, il y a encore du chemin à faire. C'est sûrement sur ce point-là qu'aujourd'hui, les choses restent encore décevantes et qu'il est nécessaire qu'on se batte les uns et les autres pour qu'au niveau international, nous avancions plus pour que chacun soit mis en face de ses responsabilités et ne cherche pas simplement à se défausser sur les autres. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cette entrée en matière qui introduit parfaitement au canevas de cette journée. Je risque une première question, mais notre souhait est que les questions viennent toutes à la fois de la table, du panel et de la salle, dans la mesure du temps qui a été alloué à chacun des thèmes. Je risque une question. J'ai bien compris qu'un aspect important est évidemment l'enjeu de souveraineté. C'est en définitive un paradoxe important de la loi Sapin II. Il s'agit que les entreprises françaises soient punies par les autorités françaises selon les lois françaises, plutôt que d'être punies par des autorités étrangères selon des lois étrangères, et ce, paradoxalement, pour mieux protéger les entreprises françaises. Je me demandais si le texte n'était pas plus ambitieux encore, en pensant notamment à une disposition pénale qui est d'application extraterritoriale. La loi Sapin II a mis notre droit pénal au niveau le plus élevé de ce point de vue, au même niveau que le texte anglais, le UKBA, et qui permet, s'agissant d'une entreprise étrangère qui commettrait à l'étranger des faits de corruption, mais qui aurait un facteur de rattachement économique avec la France, d'être poursuivie par les autorités françaises. Alors, quelle est l'ambition de cette disposition en particulier? Est-ce qu'elle a vocation à être animée, ou on peut redouter qu'elle ne prenne pas vie? Là aussi, il faudra demander aux praticiens, parce que c'est certainement le cas le plus complexe. Qu'est-ce qui est complexe dans cette affaire, me semble-t-il? C'est le rattachement à la France, entre guillemets, puisque nous ne sommes pas dans un dispositif, et je ne souhaite pas que nous le soyons, à l'américaine, où même s'il n'y a aucun rattachement, et simplement parce que, je ne sais pas quoi, les transactions auraient lieu en euros, nous nous trouverions dans la capacité de poursuivre et de punir, ce qui est un peu ce qui peut se passer aux États-Unis, en tout cas dans certains cas. Je ne parle même pas de l'actualité iranienne, si je puis dire, où il y a une décision unilatérale, illégale du point de vue du droit international, qui s'imposerait ne serait-ce que par la force aux autres entreprises françaises. Non, c'est un des aspects importants, vous avez raison de le dire. C'est une forme d'extraterritorialité. Ce n'est pas la seule extraterritorialité qui existe dans notre droit pénal. Je crois qu'il en existe dans d'autres domaines pénals, mais nous avons souhaité qu'il en soit ainsi. Pour éviter quoi? Pour éviter aussi des mécanismes qui consisterait à se dissimuler derrière d'autres, à ce qu'il y ait des processus de corruption. C'est toujours la même chose. Au fond, on ne se salit pas les mains, mais on demande à d'autres de le faire en son nom. On arrive à des éléments très, très complexes et très opaques. Et si on veut passer au-delà de cette opacité, il faut justement avoir une part d'extraterritorialité. Mais c'est déjà de l'extraterritorialité que de dire une entreprise française à l'étranger, même si ceux qui sont les agents corrupteurs ne sont pas français, et même si les gens corrompus ne sont pas français, puisque c'est ça qui se passe, on avait déjà été très loin. Donc oui, là, il y a une disposition qui permet aux autorités judiciaires, au parquet, aux juges, à l'AFA, lorsqu'elle est là en situation de conseil ou d'accompagnement, d'aller extrêmement loin dans la lutte contre la corruption, dès lors qu'évidemment, ça se rattache à un intérêt, je dirais, lésé en France.